Bonjour à toi et bienvenue dans Méli-Mémo, le podcast qui dit les mots là où ça déborde. Dans un premier temps, j'espère que tu vas bien et que cette chaleur n'a pas eu raison de toi. Me concernant, j'avoue que j'ai littéralement fondu. Je n'en peux plus, j'ai hâte d'être en hiver. Je tenais aussi à te présenter mes excuses car la semaine dernière, il n'y a pas eu de podcast. Malheureusement, j'ai eu quelques soucis de micro. Et fort heureusement, aujourd'hui, c'est réglé et me revoilà. Aujourd'hui, j'avais envie de te proposer un épisode un peu différent. Depuis le début de ce podcast, je te parle beaucoup des études de psychologie. Je te parle des stages, du sentiment d'illégitimité, de la sélection en master, de la difficulté à trouver sa place, de tout ce qu'on apprend dans les livres, mais aussi de ce que les livres ne peuvent pas vraiment nous apprendre. Mais finalement, je te parle assez peu de celles et ceux qui ont donné un visage à tout cela. Parce qu'au fond, si je suis encore là aujourd'hui, si je continue à vouloir devenir psychologue clinicienne malgré les doutes, les refus et les obstacles, ce n'est pas uniquement grâce à des cours, à des auteurs ou à des concepts. C'est aussi grâce à des rencontres. Des personnes qui ont croisé ma route pendant quelques jours, quelques semaines, ou parfois seulement quelques minutes. Des personnes qui, pour certaines, ne se souviennent probablement plus de moi. Mais moi, je me souviens d'elles. Je me souviens d'un regard, d'une phrase, d'un silence, d'un geste, d'une émotion qui m'a traversée sans que je puisse immédiatement lui donner du sens. Certaines rencontres m'ont tout simplement bouleversée. D'autres m'ont aussi mise en difficulté. Certaines m'ont fait douter de ma capacité à exercer ce métier. D'autres, au contraire, m'ont rappelé pourquoi je voulais le faire. Et je crois que c'est aussi cela, se former à la clinique. Ce n'est pas seulement apprendre à comprendre l'autre. C'est aussi accepter que certaines rencontres viennent déplacer quelque chose en nous. Qu'elles viennent toucher nos représentations, nos limites, notre sensibilité, notre manière d'écouter et parfois même notre manière de regarder le monde. Bien évidemment, les prénoms utilisés dans cet épisode seront fictifs. Certains éléments ont également pu être légèrement modifiés afin de préserver l'anonymat et la confidentialité des personnes rencontrées. De ce fait, je ne raconterai donc pas toute leur histoire, seulement ce que ces rencontres ont éveillé en moi et ce qu'elles m'ont appris. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de 4 patients. 4 rencontres très différentes, 4 histoires, 4 moments, et peut-être 4 petites étapes dans la construction de la psychologue que j'espère un jour devenir. La première rencontre dont j'ai envie de te parler aujourd'hui est celle de la petite Chloé. J'ai rencontré Chloé lorsque j'étais encore en formation d'éducatrice spécialisée. Ce n'était donc pas encore un stage de psychologie. J'effectuais mon stage dans une maison d'enfants à caractère social, ce qu'on appelle plus couramment une MEX. Chloé avait 4 ans lors de la rencontre. Elle venait d'être placée pour des faits de maltraitance. Quand on prononce cette phrase rapidement, elle peut presque devenir une information parmi tant d'autres. Une enfant, un placement, une mesure de protection, un dossier. Mais lorsque tu prends réellement le temps de penser à ce que cela signifie, c'est immense. À 4 ans, tu devrais pouvoir dormir dans un endroit que tu connais. Tu devrais pouvoir chercher un parent lorsque tu as peur. Tu devrais pouvoir t'appuyer sur des repères relativement stables. Tu devrais pouvoir croire que les adultes sont là pour te protéger. Et pourtant, pour certains enfants, les adultes qui sont censés protéger deviennent aussi ceux dont il faut être protégé. Le placement vient alors mettre l'enfant à l'abri. Il est nécessaire. Il peut même être vital. Mais être protégé ne signifie pas que la séparation ne fait pas souffrir. On peut retirer un enfant d'un environnement dangereux sans pouvoir effacer immédiatement la peur, l'attachement, la confusion ou le manque. Parce qu'un enfant peut aimer un parent qui lui a fait du mal. Il peut le réclamer. Il peut vouloir rentrer chez lui. Il peut se sentir coupable du placement. Et il peut aussi ne rien comprendre à ce qui lui arrive. Et à 4 ans, on ne dit pas toujours des mots nécessaires pour raconter tout cela. Alors parfois, ce sont les comportements qui parlent. Les pleurs, les colères, l'agitation, le refus.
les difficultés à dormir, le besoin de garder un objet, ou dans le cas de Chloé, le besoin d'écouter la musique de sa veilleuse. Dans la structure, Chloé partageait sa chambre avec des préadolescentes de 12 ans. Cette différence d'âge m'avait déjà interrogée. Une enfant de 4 ans n'a évidemment pas les mêmes besoins qu'une adolescente, et n'a pas le même rythme, pas la même compréhension de la séparation, pas la même manière de demander de l'attention. Mais malheureusement, les institutions composent aussi avec leur réalité, avec les places disponibles, avec l'organisation des groupes, avec les urgences, avec les moyens humains et matériels dont elles disposent. Je pense que les éducateurs spécialisés faisaient tout simplement de leur mieux, avec ce qu'ils avaient. Un soir, au moment du coucher et après le rituel de l'histoire, Chloé voulait écouter la musique de sa veilleuse. Les autres filles, elles, voulaient dormir. Elle lui demandait donc de l'éteindre. Et je tiens à le préciser, je pouvais aussi comprendre leur réaction. Ces adolescentes avaient leur propre histoire, leurs propres blessures. Elles avaient cours le lendemain, elles étaient fatiguées, elles avaient besoin de silence. Elles avaient également besoin que leur espace et leur rythme soient respectés. Dans cette chambre, il n'y avait donc pas une petite fille innocente d'un côté et des adolescentes insensibles de l'autre. Il y avait plusieurs enfants blessés, plusieurs besoins légitimes, plusieurs souffrances qui se rencontraient dans un espace sans pouvoir être entièrement conciliées. Tout naturellement, Chloé s'est mise à pleurer. Et je suis entrée dans la chambre. J'ai dans un premier temps essayé de négocier. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être lui laisser quelques minutes. Juste le temps qu'elle s'apaise. Juste le temps que son corps et son esprit comprennent qu'il était possible de s'endormir ici. Mais les autres filles ont refusé. Et encore une fois, c'est totalement compréhensible. Ce n'était pas à elles de porter la détresse de Chloé. Elles étaient elles-mêmes accueillies dans cette structure parce qu'elles avaient besoin d'être protégées et accompagnées. Alors, de mon côté, je me suis assise près de Chloé. Je lui ai tenu la main et on a parlé tout doucement, presque en chuchotant pour ne pas déranger les autres. Je ne me souviens plus précisément de ce qu'elle m'a dit ou de ce que je lui ai dit. Et finalement, ce n'est peut-être pas le plus important. Je crois qu'à cet instant, ce qui comptait surtout, c'était ma présence. Le fait que quelqu'un reste un peu avec elle. Que quelqu'un reconnaisse que derrière cette demande, il y avait peut-être autre chose. Puis, mon éducatrice référente est venue me demander de sortir de la chambre. Elle m'a expliqué que dans ce type de structure, il fallait penser au groupe. Que le fonctionnement collectif devait primer. Qu'on ne pouvait pas répondre individuellement à chaque demande au risque de rendre le quotidien impossible à organiser. Sur le moment, cette réponse m'a heurtée. Je ne comprenais pas pourquoi je devais laisser cet enfant pleurer alors que j'avais l'impression de pouvoir l'apaiser simplement en restant quelques minutes à ses côtés. Avec le recul, je comprends davantage la position de l'éducatrice. Un groupe doit pouvoir fonctionner. Il existe des règles communes, des horaires, des limites, une cohérence éducative à maintenir. Les professionnels ne peuvent pas toujours répondre immédiatement à chaque besoin individuel, même lorsqu'ils en perçoivent la légitimité. Ce n'est donc pas nécessairement un manque d'humanité. C'est aussi la réalité du travail institutionnel. Mais ce soir-là, quelque chose en moi résistait. Parce qu'à cet instant précis, je ne voyais plus seulement le groupe. Je voyais une petite fille de 4 ans. Une enfant qui venait de quitter son environnement. Une enfant qui avait probablement perdu une grande partie de ses repères. Et je me demandais si cette musique n'était pas beaucoup plus qu'une simple musique. Peut-être représentait-elle quelque chose de familier. Peut-être l'écoutait-elle chez elle avant de dormir. Peut-être était-elle associée à un souvenir rassurant. Peut-être constituait-elle une sorte de transition entre le monde qu'elle venait de quitter et cet endroit encore inconnu. Ou peut-être que je me trompais complètement. Et c'est important de le dire aussi. La clinique ne consiste pas à inventer une explication et à décider qu'elle est forcément vraie. Je ne peux pas savoir exactement ce que cette musique représentait pour Chloé. Je peux seulement formuler des hypothèses. Me demander ce que son comportement tenait à exprimer. Et rester suffisamment prudente pour ne pas remplacer sa parole par ma propre interprétation. Je crois que cette rencontre m'a également confrontée à une tension que l'on retrouve souvent dans les institutions.
la tension entre le collectif et l'individuel, entre ce qui est nécessaire pour que le groupe fonctionne et ce dont une personne singulière a besoin à un moment précis. Bien évidemment, il n'existe pas toujours de solution parfaite. Parfois, répondre aux besoins de l'un signifie frustrer le besoin de l'autre. Et le travail institutionnel consiste aussi à supporter cette imperfection, à chercher l'équilibre le moins mauvais, à reconnaître les limites de ce que l'on peut proposer. Mais cette soirée m'a surtout appris quelque chose sur moi. Elle m'a fait comprendre que je n'avais pas envie de travailler principalement dans une logique de gestion du collectif. Non pas parce que cette logique n'est pas importante, elle l'est profondément. Le travail des éducateurs spécialisés est essentiel. Mais moi, je ressentais le besoin de pouvoir m'arrêter davantage sur une seule personne, sur son histoire, sur ce que son comportement pouvait raconter, sur ce qu'elle éprouvait derrière ce qu'elle montrait. Je ne voulais pas seulement savoir comment faire cesser les pleurs de Chloé. Je voulais comprendre ce qu'ils essayaient de dire. Je voulais avoir le temps d'explorer ce qui se jouait pour elle. Et je crois que c'est ce soir-là que je suis revenue, presque instinctivement, à mon projet de départ. Celui de devenir psychologue clinicienne. Chloé ne le sait probablement pas. Elle ne se souvient sûrement plus de moi. Mais cette petite fille de 4 ans a participé à définir ma place professionnelle, bien avant que je ne sois capable de la nommer. La deuxième rencontre est celle de Madame Solange. Celle que certains connaissent déjà, étant donné que j'en ai déjà parlé dans un ancien podcast. Je l'ai rencontrée lors de mon premier stage en psychologie en EHPAD. Avant d'entrer dans sa chambre, la psychologue m'avait expliqué une partie de son histoire. Madame Solange était entrée en EHPAD avec son mari. Ils avaient vécu ensemble pendant une 50aine d'années. Plus d'un demi-siècle partagé avec la même personne. Des habitudes construites à deux. Des gestes quotidiens. Des disputes, probablement. Des réconciliations. Des souvenirs. Des épreuves traversées ensemble. Ils avaient choisi d'entrer en EHPAD ensemble, parce qu'ils ne voulaient pas être séparés. Ils allaient quitter leur domicile, leur environnement, leurs repères, mais ils allaient au moins pouvoir le faire à deux. Seulement, quelques semaines après leur arrivée, le mari de Madame Solange est décédé. Elle avait donc perdu son compagnon de vie au moment même où elle venait aussi de perdre son domicile et une partie de son autonomie. Elle devait faire face à plusieurs ruptures en même temps. Le deuil de son mari, bien sûr, mais aussi le deuil d'un lieu, d'un quotidien, d'une organisation de vie. Peut-être même le deuil de la personne qu'elle avait été jusque maintenant. Lorsque nous sommes entrés dans sa chambre, Madame Solange nous a autorisés à entrer. Puis plus rien. Elle ne parlait pas. Elle regardait devant elle. Son regard semblait se perdre dans le vide. Des larmes coulaient sur son visage. Et pourtant, je crois que je n'avais jamais entendu autant de choses dans un silence. Elle ne disait rien. Mais son silence semblait rempli. Rempli par l'absence, par la solitude, par l'effondrement de tout ce qui avait organisé sa vie pendant 52 ans. Face à elle, je me suis sentie complètement démunie. Je me demandais ce qu'il fallait faire. S'il fallait parler, poser une question, essayer de la réconforter, ou simplement respecter ce silence. Lorsque l'on débute en psychologie, on peut avoir l'impression qu'il faut toujours trouver les bons mots, la bonne question, la bonne reformulation, la phrase qui montrera que l'on a compris, comme si notre utilité dépendait de notre capacité à parler. Mais certaines souffrances ne peuvent pas être consolées par une phrase. Il n'existe pas de formule capable de réparer 52 années qui viennent brutalement de s'interrompre. Et parfois, vouloir absolument combler le silence permet surtout au professionnel de calmer son propre inconfort. Ce jour-là, j'ai compris que rester silencieuse pouvait aussi être une manière d'être présente. Que le silence n'est pas nécessairement une absence d'intervention. Il peut devenir un espace. Un espace dans lequel la personne n'est pas obligée d'expliquer immédiatement ce qu'elle ressent. Un espace dans lequel elle peut pleurer sans être interrompue. Un espace dans lequel sa souffrance peut simplement être reconnue. À un moment, Madame Solange a levé les yeux vers moi. Vers moi, la stagiaire. La personne qu'elle ne connaissait pas. Je ne sais pas réellement ce qu'elle cherchait dans mon regard.
Peut-être rien de particulier. Mais ce regard m'a profondément touchée. J'ai senti soudainement ma gorge se nouer, les larmes monter, et immédiatement je me suis dit « Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas succomber à tes émotions. » J'avais peur que mon émotion prenne trop de place. Peur qu'elle montre que je n'étais pas suffisamment professionnelle. Peur de ne pas être faite pour ce métier. Je pensais peut-être encore qu'un bon psychologue devait être capable de tout entendre, sans jamais être traversé par quoi que ce soit. En sortant de la chambre, j'ai commencé à me remettre en question. Je me suis demandé si j'étais trop sensible, si j'allais pouvoir accompagner des personnes confrontées à la maladie, au deuil, à la solitude, à la mort. Je me demandais comment j'allais pouvoir exercer ce métier si une seule rencontre suffisait à me bouleverser autant. J'en ai parlé à ma tutrice. Elle m'a alors expliqué que cela lui était aussi arrivé. Que beaucoup de psychologues se souvenaient particulièrement de leur première rencontre. Et cette réponse m'a profondément rassurée. Parce qu'elle ne cherchait pas à banaliser ce que j'avais ressenti. Elle ne me disait pas non plus que je devais devenir plus froide. Elle me montrait simplement que l'émotion ne constituait pas à elle seule un échec professionnel. Cliniquement, cette rencontre m'a appris qu'être touchée n'était pas nécessairement le problème. Le problème serait plutôt de ne pas reconnaître ce qui me traverse. De rester seule avec cette émotion. De la laisser envahir tout l'espace. Être psychologue ne doit pas vouloir dire devenir imperméable à la souffrance de l'autre. Nos émotions peuvent aussi devenir des outils de compréhension. Elles peuvent nous renseigner sur ce qui se joue dans la rencontre, à condition de les penser, de les élaborer, d'en parler en supervision ou avec une équipe. Et surtout, de toujours se demander ce qui nous appartient et ce qui appartient à la relation clinique. Ma tristesse venait-elle uniquement de l'histoire de Madame Solange ? Réveillait-elle quelque chose de personnel en moi ? Était-elle liée à mon propre rapport à la perte, à la vieillesse, à la solitude ? Je n'avais pas encore toutes ces réponses, mais je commençais à comprendre que la sensibilité n'était pas nécessairement une faiblesse, mais pouvait être un réel outil clinique. Elle pouvait devenir une force si elle était accompagnée d'un véritable travail et d'une analyse sur soi. Madame Solange m'a aussi appris qu'une présence peut parfois être plus importante qu'une parole. Nous ne pouvons pas toujours réparer. Nous ne pouvons pas effacer la perte. Nous ne pouvons pas promettre que tout ira mieux. Mais nous pouvons parfois rester là. Ne pas fuir. Ne pas chercher à faire taire trop rapidement la douleur. Et reconnaître, par notre présence, que ce que vit la personne est important. Finalement, je suis presque reconnaissante d'avoir été autant touchée par cette rencontre. Parce qu'avec le recul, je crois que je me serais davantage inquiétée si la souffrance de Madame Solange ne m'avait rien fait ressentir. La troisième rencontre est celle que j'ai faite avec Monsieur Alfred. Je l'ai rencontré dans un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. J'ai ensuite travaillé autour de son histoire dans le cadre de mon travail d'études et de recherche. Et je pourrais probablement lui consacrer un épisode entier, peut-être même plusieurs, parce que derrière sa consommation d'alcool, il y avait une histoire beaucoup plus ancienne. Une histoire marquée par les pertes, l'isolement, mais aussi par une image de lui-même qui semblait avoir été fragilisée très tôt. Pendant notre entretien avec le tuteur, Monsieur Alfred nous a parlé de son enfance. Il nous a confié avoir grandi auprès d'une mère qui le dévalorisait beaucoup. Elle le comparait régulièrement à son frère. Et dans ces comparaisons, Monsieur Alfred n'était jamais celui qui était valorisé. Il semblait toujours être celui qui faisait moins bien, celui qui n'était pas à la hauteur, celui auquel on renvoyait directement ou indirectement qu'il avait moins de valeur que l'autre. Ce type de parole peut laisser des traces profondes, surtout lorsqu'elles viennent d'une figure parentale. Il a grandi en entendant qu'il était moins bien que son frère, qu'il décevait ou qu'il ne correspondait jamais vraiment aux attentes. Et il a fini par l'intégrer. Il a commencé à se percevoir à travers cette dévalorisation. Et malgré cette enfance maintenant terminée, cette voix semble continuer à exister à l'intérieur de lui. Cette voix qui n'a de cesse de lui répéter qu'il n'est pas assez bien, qu'il doit faire davantage, qu'il doit prouver sa valeur,
qu'il n'a pas le droit d'échouer. Et j'ai eu l'impression que M. Alfred avait longtemps essayé de lutter contre cette image de lui-même. Il avait beaucoup investi ses études, puis son travail. Ces investissements semblaient lui permettre de construire quelque chose de différent de ce qu'on lui avait renvoyé pendant son enfance. À travers toutes ses réussites, ses compétences et sa place professionnelle, il pouvait peut-être se prouver qu'il avait de la valeur, qu'il était capable, qu'il pouvait réussir, qu'il n'était pas uniquement cet enfant constamment comparé et dévalorisé. Le travail n'occupait donc peut-être pas seulement une fonction financière ou sociale dans sa vie. Il soutenait aussi une partie de son identité. Il lui donnait une place, un statut, un rythme, un sentiment d'utilité, peut-être même une forme de reconnaissance qu'il avait eu du mal à trouver ailleurs. Tant que ces appuis étaient présents, M. Alfred pouvait continuer à avancer. Il avait son travail, une organisation quotidienne, une vie conjugale, des responsabilités, des raisons de se lever le matin, des éléments auxquels se raccrocher pour continuer à se sentir exister. Mais malheureusement, plusieurs de ces appuis se sont progressivement effondrés. M. Alfred a vécu un divorce, a perdu son emploi, et ces différentes pertes semblent l'avoir conduit vers un isolement de plus en plus important. Il ne perdait donc pas seulement une relation amoureuse ou une activité professionnelle. Il perdait également une place, des repères, un quotidien, une partie de ce qui lui permettait de se sentir utile et reconnu. Peu à peu, les journées de M. Alfred se sont vidées. Il n'y avait plus les horaires du travail, plus les obligations habituelles, plus la même vie de couple, plus les mêmes liens. Et c'est dans ce contexte que l'alcool a pris une place de plus en plus importante. Pendant notre rencontre, M. Alfred a dit une phrase que je n'oublierai certainement jamais. « Moi, tout ce qui me reste, c'est l'apéro. » Cette phrase peut paraître banale. Mais lorsque l'on connaît un peu son histoire, elle devient beaucoup plus lourde, prend tout son sens. Pendant longtemps, j'aurais probablement entendu uniquement le mot apéro. J'aurais entendu l'alcool, la dépendance, les conséquences sur la santé, le danger, la nécessité d'arrêter. Aujourd'hui, ce que j'entends surtout, c'est le mot « reste ». Tout ce qui me reste. Parce qu'avant l'alcool, il y avait autre chose. Il y avait une relation, un travail, une place sociale, des habitudes, des investissements, un quotidien organisé, une identité soutenue par différents appuis. Puis ces appuis ont disparu les uns après les autres. Et l'apéritif est devenu ce qui restait lorsque presque tout le reste s'était effondré, occupant quelque part une fonction relationnelle. M. Alfred s'est longtemps isolé, et dans cette solitude, la consommation est devenue une forme de présence. Évidemment, l'alcool n'est pas une personne. Il ne remplace pas réellement un lien humain, mais il peut donner l'illusion de remplir un vide. Parce qu'il revient tous les jours, il est disponible, il accompagne les soirées, donne un sentiment de permanence, il apaise momentanément le sentiment de solitude. Là où certaines personnes étaient parties, où certains liens s'étaient rompus et où le monde extérieur lui renvoyait peut-être qu'il n'avait plus vraiment sa place, l'alcool, lui, restait. Et d'une certaine manière, l'apéritif pouvait devenir un compagnon silencieux, un compagnon dangereux, destructeur, mais un compagnon malgré tout. La consommation semblait aussi lui permettre de ne pas penser pendant un moment, de calmer ce qui débordait, peut-être d'endormir la solitude, la honte, le sentiment d'échec, ou cette vieille impression de ne jamais avoir été suffisamment à la hauteur. L'alcool ne réparait évidemment rien du tout, mais il pouvait atténuer temporairement la douleur. Il lui procurait un apaisement immédiat, même si cet apaisement avait ensuite un coût immense. Et c'est précisément ce qui rend l'addiction aussi complexe. Ce qui soulage à court terme finit souvent par aggraver la souffrance à long terme. M. Alfred buvait parce qu'il était seul, mais sa consommation l'isolait encore davantage. Il buvait peut-être pour ne plus ressentir certaines émotions, mais ces émotions revenaient ensuite, parfois avec encore plus de force. Il buvait pour tenir, mais l'alcool le mettait aussi en danger.
Il est donc essentiel de ne pas idéaliser cette consommation. L'alcool ne le sauvait pas au sens où il lui aurait réellement permis d'aller mieux. Il abîmait sa santé, renforçait son isolement et pouvait le rapprocher de conduites extrêmement dangereuses. Mais malgré tout cela, il semblait aussi occuper une fonction psychique. Il permettait peut-être à M. Alfred de maintenir un minimum de continuité dans son existence, de supporter une journée supplémentaire, de retrouver momentanément une sensation d'apaisement, ou simplement de ne pas se retrouver entièrement seul face au vide. C'est là que la clinique nous oblige à penser plusieurs choses en même temps. Un symptôme peut faire souffrir une personne tout en lui permettant de ne pas s'effondrer complètement. Il peut être à la fois ce qui l'enferme et ce qui la protège, ce qui la détruit et ce qui lui permet encore de tenir, ce qui la met en danger et ce qu'elle a trouvé pour survivre psychiquement à une réalité devenue insupportable. Cela ne signifie évidemment pas qu'il ne faut rien changer. Cela ne signifie pas non plus qu'il faudrait laisser M. Alfred continuer à boire, sous prétexte que l'alcool lui apporte un apaisement. Mais avant de vouloir supprimer sa consommation, il faut essayer de comprendre ce qu'elle est venue remplacer. Parce que si on lui retire l'alcool, on ne lui retire pas seulement une substance. On lui retire aussi un rituel, un repère temporel, un apaisement, une manière de ne pas penser, une façon de remplir ses journées. Et peut-être l'une des dernières choses autour desquelles son existence continue de s'organiser. C'est pour cela qu'il est essentiel de retenir que la dépendance n'est pas seulement une question de volonté. Que la question n'est pas uniquement comment faire disparaître l'alcool. Il faut aussi se demander qu'est-ce qui pourra prendre sa place? Comment aider M. Alfred à retrouver des repères? Comment recréer du lien autour de lui? Il ne suffit donc pas toujours d'enlever. Il faut parfois reconstruire. Et cette reconstruction ne peut pas se faire contre la personne. Elle doit se faire avec elle, à son rythme, en tenant compte de son histoire, de ses ressources, de ses fragilités et de ce qu'elle est réellement capable de supporter. Et je crois que devenir clinicien, c'est aussi continuer à chercher le sujet, là où tout le monde ne voit plus que son symptôme. C'est continuer à s'adresser à une personne lorsque le dossier, l'institution ou parfois même la société ne voit plus qu'une pathologie. Cliniquement, cette rencontre m'a appris quelque chose de fondamental. Le symptôme n'est pas toujours uniquement un ennemi à combattre. Il peut aussi représenter une solution trouvée par la personne pour faire face à une souffrance qu'elle ne parvient pas à traiter autrement. Une solution coûteuse, fragile, dangereuse, mais une solution, malgré tout. La dernière rencontre dont j'ai envie de te parler est celle de M. Marcel. Je l'ai également rencontré lors d'un second stage en EHPAD. Lorsque nous sommes entrés dans sa chambre avec ma psychologue référente, il était presque 11 heures. Et pourtant, M. Marcel était encore au lit. Il n'était pas encore habillé. Il n'avait pas encore été préparé. Il attendait simplement que quelqu'un puisse venir l'aider à se lever et à commencer sa journée. M. Marcel était dépendant physiquement. Il ne pouvait donc pas décider de sortir seul de son lit. Il devait attendre qu'un professionnel compétent soit disponible pour l'aider. Et lorsqu'on est autonome, on ne mesure pas toujours ce que cela représente. Pouvoir se lever lorsqu'on se réveille, pouvoir aller aux toilettes, se laver, s'habiller, ouvrir les rideaux, commencer sa journée à l'heure que l'on a choisie. Tous ces gestes nous semblent tellement ordinaires que nous les remarquons même plus. Mais lorsque l'on devient dépendant, ils ne vont plus de soi. Ils dépendent du temps de quelqu'un d'autre, de l'organisation d'un service, de la disponibilité d'un professionnel, du nombre de résidents à accompagner ce matin-là, et parfois même d'une urgence survenue dans une autre chambre. Ce matin-là, M. Marcel était donc là, allongé dans son lit, à attendre. Lorsque nous sommes entrés dans sa chambre, il nous a regardés et il a tout simplement dit « Comment voulez-vous que je n'ai pas envie de mourir dans ces conditions ?» Cette phrase m'a saisie, tout simplement parce que je ne m'y attendais pas. Nous venions à peine d'entrer dans sa chambre, et en quelques secondes, il venait de nous confier quelque chose d'extrêmement lourd.
Il ne disait pas seulement qu'il était mécontent. Il ne disait pas simplement que le service était en retard. Il parlait de son envie de mourir. Sur le moment, je crois que je me suis sentie complètement démunie. Je me demandais ce qu'il fallait répondre à une phrase comme celle-ci. Je ne voulais pas la banaliser. Je ne voulais surtout pas lui répondre trop rapidement. Mais non, monsieur Marcel, il ne faut pas dire cela. Parce que cette réponse aurait peut-être eu pour effet de refermer immédiatement quelque chose. Une souffrance peut-être longtemps contenue. Elle aurait pu lui donner le sentiment que ses paroles étaient trop lourdes pour être entendues. Qu'il devait les reprendre, se taire, ou nous rassurer. Mais je ne voulais pas non plus rester silencieuse au point de lui faire croire que ses paroles n'avaient provoqué aucune réaction. Cependant, je ne suis qu'étudiante. Et je n'ai pas l'expérience ni même l'aisance de ma psychologue référente. Et intérieurement, énormément de questions se sont mises à se bousculer. Est-ce qu'il voulait réellement mourir? Est-ce qu'il avait pensé à une manière de le faire? Est-ce qu'il essayait surtout de nous faire comprendre à quel point ses conditions de vie lui semblaient insupportables? Je savais qu'une parole évoquant la mort ne devait jamais être prise à la légère. Mais je découvrais aussi qu'on ne pouvait pas toujours lui donner immédiatement une seule signification. Il fallait l'entendre, l'accueillir et surtout continuer à questionner. Monsieur Marcel aimait se lever tôt. Ce n'était pas simplement une préférence secondaire, c'était son rythme, son habitude, sa manière de commencer la journée. Peut-être aussi une manière de rester fidèle à l'homme qu'il avait toujours été. Ce lever tôt pouvait représenter pour lui une forme de continuité. Quelque chose de son ancienne vie qu'il pouvait encore conserver malgré son entrée en EHPAD et la perte d'une partie de son autonomie. Et ce matin-là, même cela ne lui appartenait plus vraiment. Il ne décidait plus de l'heure à laquelle il se levait. Et il ne décidait plus du moment où il pouvait être lavé, habillé et installé. Il ne pouvait pas simplement poser les pieds au sol et sortir de sa chambre. Il dépendait entièrement de quelqu'un d'autre pour accomplir des gestes qu'il avait probablement effectués seul pendant presque toute sa vie. En le regardant, j'ai pris conscience de la violence que peut représenter cette perte d'autonomie. Pas nécessairement une violence volontaire, pas une violence exercée consciemment par un professionnel, mais une violence vécue dans le fait de ne plus pouvoir décider pour soi. Dans le fait d'attendre que quelqu'un soit disponible pour accéder à son propre corps et commencer sa propre journée. Ce qui pouvait apparaître dans l'organisation du service comme un simple retard prenait une toute autre dimension lorsqu'on l'observait depuis le lit de M. Marcel. Pour l'institution, il s'agissait peut-être de quelques toilettes qui avaient pris du retard. Pour lui, c'était une matinée entière pendant laquelle il était resté allongé, sans pouvoir choisir de se lever. Et je crois que sa phrase venait raconter cela. Elle disait peut-être « Je ne supporte plus d'attendre. Je ne supporte plus de dépendre des autres pour tout. Je ne me reconnais plus dans cette vie. J'ai le sentiment que mes choix ne comptent plus. Je ne veux pas simplement être levé quand l'organisation le permet. Je veux encore pouvoir décider de quelque chose. » Et bien sûr, ce sont des hypothèses. Je ne peux absolument pas affirmer exactement ce que M. Marcel plaçait derrière ces paroles. Mais je crois qu'elle dépassait largement la contrariété liée à un retard. Ce matin-là avait peut-être réveillé ou condensé toutes les autres fois où il avait dû attendre. Toutes les fois où son rythme n'avait pas pu être respecté. Toutes les fois où il avait eu le sentiment de ne plus être maître de son quotidien. Toutes les fois où il avait peut-être dû répéter la même demande sans avoir la certitude d'être entendu. Face à lui, j'ai ressenti de la tristesse, mais aussi beaucoup de colère. Pas une colère dirigée contre une personne en particulier. Je ne pensais pas qu'une aide-soignante avait volontairement décidé de laisser M. Marcel dans son lit. Mais j'étais en colère contre une situation dans laquelle un homme pouvait en arriver à parler de la mort simplement parce qu'il ne parvenait plus à vivre ses journées comme il le souhaitait. J'aurais aimé pouvoir agir immédiatement, trouver une solution, faire en sorte qu'il soit levé, lui rendre un peu de ce qu'il avait perdu. Et en même temps, je sentais toute mon impuissance.
Je ne pouvais pas lui rendre son autonomie physique. Je ne pouvais pas réorganiser seul le fonctionnement de l'EHPAD. Je ne pouvais pas lui promettre que, dès le lendemain, il serait systématiquement levé à l'heure qu'il désirait. Je ne pouvais même pas lui garantir que cette situation ne se reproduirait plus. Et cette impuissance était difficile à supporter. Lorsque l'on souhaite devenir psychologue, on peut parfois arriver avec le désir de soulager. On voudrait trouver la bonne parole, le bon geste, la bonne réponse. On voudrait que la personne aille un peu mieux lorsqu'on quitte sa chambre. Mais certaines rencontres nous confrontent brutalement aux limites de ce que nous pouvons faire. Je pouvais écouter M. Marcel. Je pouvais prendre ses paroles au sérieux. Je pouvais réfléchir avec ma référente. Je pouvais participer à la transmission de ce qu'il venait d'exprimer. Et je ne pouvais pas effacer la réalité de sa dépendance, ni les contraintes de l'institution. Cette rencontre m'a donc confrontée à une question importante. Que peut-on offrir à une personne lorsque l'on ne peut pas immédiatement changer ce qui la fait souffrir ? Peut-être d'abord, ne pas détourner le regard. Ne pas chercher à rendre sa parole plus acceptable. Ne pas lui dire trop rapidement qu'il devrait relativiser, parce que les soignants font de leur mieux. Tout cela pouvait être vrai, bien évidemment. Mais à cet instant, M. Marcel n'avait pas besoin qu'on lui explique le fonctionnement du service. Il avait besoin que sa souffrance soit entendue. Il avait besoin que quelqu'un reconnaisse que rester au lit jusqu'à presque 11 heures, alors qu'il aimait se lever tôt, était difficile pour lui. Que cela touchait à sa dignité, à son autonomie, et à la manière dont il pouvait encore se sentir acteur de son existence. Il fallait donc commencer par entendre sa parole, laisser une place à sa colère, l'interroger sur ce qu'il voulait dire lorsqu'il parlait de mourir, chercher à comprendre si cette idée était uniquement liée à la situation présente, ou si elle s'inscrivait dans une souffrance plus ancienne ou plus profonde. Est-ce qu'il pensait souvent à la mort ? Est-ce qu'il avait déjà imaginé un passage à l'acte ? Est-ce qu'il se sentait en danger ? Est-ce qu'il existait encore dans son quotidien des personnes, des relations ou des activités auxquelles il restait attaché ? Toutes ces questions étaient nécessaires. Non pas pour transformer sa parole en une liste de symptômes à cocher, mais pour lui montrer que nous étions capables de l'entendre jusqu'au bout. Parce qu'accueillir une parole suicidaire, ce n'est pas seulement mesurer un risque. C'est aussi essayer de comprendre ce qui, pour la personne, est devenu tellement insupportable que la mort commence à apparaître comme une issue. Pour finir, lorsque je repense à Chloé, à Madame Solange, à Monsieur Alfred et à Monsieur Marcel, je me rends compte qu'ils m'ont tous appris quelque chose de différent. Chloé m'a appris qu'un comportement raconte parfois bien davantage que ce qu'il montre. Que derrière une demande qui paraît anodine, il peut y avoir un besoin de sécurité. Elle m'a aussi aidé à comprendre que j'avais besoin de rencontrer une personne dans sa singularité. De prendre le temps d'écouter son histoire, plutôt que de m'arrêter uniquement à son comportement. Madame Solange m'a appris que le silence n'était pas vide, qu'il peut être rempli de vérité et d'une vie entière. Elle m'a aussi appris que je pouvais être touchée sans être incapable d'accompagner, que ma sensibilité n'avait pas besoin d'être supprimée, mais travaillée, pensée et contenue. Monsieur Alfred m'a appris qu'un symptôme pouvait être à la fois une souffrance et une tentative de survie, qu'avant de vouloir enlever quelque chose à une personne, il fallait comprendre ce que cette chose lui permettait encore de maintenir. Il m'a rappelé qu'un être humain ne devait jamais être réduit à son diagnostic ou à sa dépendance. Monsieur Marcel m'a appris que la souffrance psychique ne pouvait pas toujours être pensée indépendamment de l'environnement, que certaines plaintes individuelles venaient aussi raconter un fonctionnement institutionnel, et que la clinique consistait parfois à tenir ensemble plusieurs réalités, sans effacer la souffrance de l'un au profit de celle de l'autre. Ces 4 rencontres m'ont aussi appris que devenir psychologue ne consiste pas à acquérir un savoir qui nous placerait au-dessus des personnes que nous accompagnons. Au contraire, plus j'avance dans mes études, plus je comprends tout ce que je ne sais pas. Je peux connaître des concepts, lire des auteurs, apprendre des théories,
mais je ne saurai jamais à l'avance ce qu'une musique représente pour Chloé. Ce que le silence de Madame Solange contient exactement. Ce que l'alcool apaise chez Monsieur Alfred. Ou tout ce que l'attente fait vivre à Monsieur Marcel. Je peux formuler des hypothèses. Je peux poser des questions. Je peux essayer de comprendre. Mais l'autre restera toujours expert de ce qu'il vit. Et peut-être que devenir clinicien, c'est apprendre à approcher cette réalité avec suffisamment de curiosité pour vouloir la comprendre, mais aussi suffisamment d'humilité pour accepter qu'une partie nous échappera toujours. Je crois aussi que les stages ne servent pas uniquement à apprendre un métier. Ils nous obligent à nous rencontrer nous-mêmes. Ils révèlent ce qui nous touche, ce qui nous met en colère, ce qui nous effraie, ce que nous avons envie de réparer trop rapidement, les situations que nous avons du mal à supporter, celles dans lesquelles nous nous sentons impuissants, celles qui réveillent notre histoire personnelle. Et tout cela fait partie de la formation. Pas parce qu'il faudrait raconter sa vie aux personnes que l'on accompagne, mais parce que, pour ne pas tout mélanger, il faut apprendre à reconnaître ce qui nous appartient. On ne devient pas psychologue en faisant disparaître sa subjectivité. On le devient en apprenant à travailler avec elle, à la questionner, à reconnaître ses limites, à demander de l'aide, à accepter la supervision, à continuer de se former et à ne jamais croire que l'on a définitivement compris l'être humain. Ces rencontres ont parfois fait naître en moi davantage de questions que de réponses. Mais aujourd'hui, je crois que ce sont justement ces questions qui me font avancer. Parce que la clinique n'est pas l'art de tout savoir. C'est peut-être plutôt l'art de ne jamais cesser de chercher. De rester curieux, de continuer à s'étonner, de ne pas laisser les habitudes, les diagnostics ou les contraintes institutionnelles nous faire oublier qu'il y a toujours une personne devant nous. Une personne avec une histoire, des ressources, des contradictions, des blessures et une manière singulière d'essayer de tenir. Je ne sais pas encore précisément quel psychologue je deviendrai. Je sais simplement que je veux continuer à écouter de cette manière, en cherchant ce qui se cache derrière un comportement, en laissant une place au silence, en essayant de comprendre la fonction d'un symptôme avant de vouloir le faire disparaître, et en restant attentive à l'environnement dans lequel la souffrance apparaît. Alors si toi aussi tu es étudiant ou étudiante en psychologie, et que certaines rencontres te bouleversent, ne conclus pas trop vite que tu n'es pas fait pour ce métier. Demande-toi plutôt ce qu'elles viennent toucher en toi. Parle-en, écris, travaille ses émotions. Cherche à comprendre pourquoi cette personne, cette phrase ou ce silence reste autant présent dans ton esprit. Parce que les rencontres qui nous déstabilisent sont parfois aussi celles qui nous enseignent le plus. Et surtout, ne crois pas que tu dois devenir insensible pour devenir professionnel. Tu dois apprendre à ne pas déposer ton émotion sur la personne, à ne pas lui demander de la porter, mais tu as le droit de la ressentir. Tu as le droit d'être touché. Tu as le droit de sortir d'une rencontre avec davantage de questions que de réponses. N'oublie pas que nous travaillons avec l'humain. Et heureusement, nous restons humains nous aussi. C'est maintenant la fin de cet épisode. Et si celui-ci t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner au podcast ou à m'envoyer un message pour me raconter, toi aussi, une rencontre qui a marqué ton parcours. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode de Méli-Mémo, le podcast qui dit les mots là où ça déborde.